Bonjour chers élèves de terminale, donc ce sera la dernière vidéo avant les vacances et la dernière vidéo consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Donc à ce grand 3, donc la deuxième, donc ça concerne la résistance et effectivement donc il y avait un découpage qui était assez facile à faire, c'est que la dernière fois on a parlé de la résistance à l'extérieur du territoire, donc ce qu'on appelle donc les FFL, FFL Forces françaises libres. Là on va parler de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les FFI. Les FFI, donc effectivement les forces françaises de l'intérieur. Alors la résistance, elle va commencer très très rapidement. Finalement, dès l'appel du général de Gaulle et même avant, on voit effectivement donc des tracts comme celui que vous avez là sur la gauche, qui apparaissent le premier d'ailleurs résistant, fusillé par les Allemands. C'est Étienne à Chavannes. Étienne à Chavannes, il coupe les câbles télégraphiques pour empêcher l'armée allemande de commanditer ses opérations. Et c'est le premier fusillé, il l'est dès l'été 1940. Ces FFI, il y en a toutes sortes, parce que là, effectivement, ces résistants, on va en avoir de tout, on va en avoir de tout horizon, de toute sensibilité, là aussi, forcément. On va avoir deux tendances majoritaires, une résistance gaulliste qui commence dès 1940, donc qui va être composée de partisans du général de Gaulle, et une résistance surtout composée de communistes qui elle aura une existence un peu particulière puisque jusqu'en 1941, jusqu'à l'invasion de l'URSS, le Comintern, vous savez, ce qui gère l'ensemble des partis communistes basés à Moscou, au nom du pacte de non-agression, interdit aux militants communistes de faire quoi que ce soit contre les Allemands, de ne pas intervenir dans une guerre qui est juste une guerre bourgeoise, finalement, dans la lecture de Staline, une guerre entre l'Allemagne et la France qui n'est qu'une guerre finalement habituelle, donc qui ne concerne pas la lutte communiste. Il y a beaucoup évidemment de communistes qui ne voient pas ça tout du même œil et qui participent à la lutte, mais c'est un mouvement qui va s'amplifier, la résistance communiste devenant systématique fin 1941. Et elle est d'autant plus que les communistes sont parmi les gens les plus harcelés par le régime de Vichy. Je pense que vous avez déjà vu peut-être dans votre jeunesse l'exemple de Guy Moquet, qui est l'un des plus jeunes fusillés de France, qui publie des tracts communistes appelant effectivement à refuser la défaite et à la résistance. Guy Moquet, il est arrêté et fusillé en 1941 à 17 ans, mais il n'avait pas attendu finalement l'invasion de l'URSS pour commencer son combat. Donc effectivement, cette résistance, elle va être extrêmement active, on va voir toutes sortes d'actions. Et par contre, assez rapidement, des réseaux apparaissent, donc de plus en plus organisés, qui mobilisent de plus en plus de personnes au fur et à mesure que finalement la défaite des Allemands se rapproche. Et aussi, elle profite pas mal du STO, puisque finalement, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas aller travailler en Allemagne, soit par principe, soit juste qui n'ont pas envie, qui finalement prennent ce qu'on appelle le maquis, sortent de leur domicile, vont se réfugier dans les campagnes autour et font partie de mouvements de résistance clandestins. Histoire de coordonner ces mouvements de résistance, le Charles de Gaulle va envoyer le préfet Jean Moulin, qui va avec la mission d'unir finalement la résistance, de fédérer tous les mouvements communistes, gaullistes dans le même cadre. C'est ce qu'il va réussir à faire. Malheureusement, dès 1943, il est arrêté, sans doute trahi d'ailleurs par l'un des participants aux réunions. Il est arrêté, torturé et il mourra finalement des suites de sa torture lors de son transfert pour l'Allemagne. Puisqu'effectivement, les résistants sont traités par la propagande de Vichy, par la propagande des Allemands comme des criminels, des terroristes. La fameuse affiche rouge que vous avez, qui dénonce les actes d'un groupe de résistants qui a même réussi à tuer un général Waffen-SS, qui a saboté aussi des transports, vu que c'est ça le boulot de la résistance essentiellement, c'est faciliter les opérations alliées et finalement handicaper les opérations allemandes, donc en sabotant les lignes de transport, en sabotant les lignes de communication, en faisant passer des renseignements. Et effectivement, l'affiche rouge, elle traite ces gens-là comme des terroristes, des criminels, en mettant évidemment en avant le fait que certains membres du réseau sont d'origine étrangère.
évidemment en montrant donc ces soi-disant libérateurs comme des traîtres, des terroristes et des apatrides, ce qui correspond bien donc à la philosophie de Vichy. Cette résistance, elle va jouer un rôle de plus en plus important. En 1944, elle va être essentielle pour la réussite des opérations de débarquement. Elle va être aussi essentielle dans la libération des grandes villes du territoire. Marseille, donc dès le débarquement de Provence, mais surtout Paris. Le 25 août, finalement, Paris est libéré officiellement par la deuxième DB, mais elle était en rébellion ouverte contre les Allemands depuis quelques jours finalement, avec une lutte héroïque finalement des résistants contre l'occupant allemand, quoi. Ce qui a d'ailleurs failli se terminer très mal, puisqu'à un moment, Hitler voulait détruire complètement Paris, lui faire subir le sort qui avait été celui de Varsovie, et qu'il lui s'en est fallu que d'un cheveu et d'une négociation avec l'ambassadeur de Suède pour que le commandant donc, de l'armée allemande à Paris ne détruise pas l'essentiel de la ville, et notamment ses monuments les plus emblématiques. Ça, c'est pour tout ce qui est résistance combattante. Cette résistance combattante, évidemment, elle va être condamnée à un sort souvent terrible. On estime que finalement, sur le nombre de résistants qui ont été arrêtés, repérés, on a au moins 3, donc finalement on a au moins 3000 résistants qui ont été condamnés à mort, fusillés. On en a eu peut-être 15 000 qui ont été effectivement donc, traqués par la Wehrmacht, notamment en 1944, dans l'écrasement des maquis du Sud et du Vercors. Et on a sans doute 86 000 qui ont été déportés dans les camps. Sur ces 86 000, il y a à peu près 40% de 60% de survivants. Donc effectivement, c'est des risques épouvantables puisque ce ne sont pas considérés comme des combattants, donc pas soumis aux lois de la guerre. Ils ne sont pas protégés par la Convention de Genève, ils sont considérés comme des criminels et des terroristes. C'est d'ailleurs, comme je le dis, c'est les qualificatifs qu'on leur donne. Donc par contre, ils ont joué effectivement un rôle essentiel dans la libération du territoire, notamment des plus grandes villes. Alors ça, c'est les résistants, on va dire, les plus actifs. Il y a d'autres formes de résistance. Ça peut aller de la plus passive, hein, simplement donc des Français qui assistent tous, c'est le cas notamment dans un village de la Manche, aux funérailles d'un soldat allié, donc abattu avec son avion et enterré dans le village. Et donc tout le village se rend finalement à la cérémonie donc de l'enterrement pour bien montrer leur soutien. Ça peut être à l'inverse des Français qui vident un bar, un restaurant quand un soldat allemand ou un collaborateur connu entre dans la pièce. Et évidemment, il y a aussi tous ces gens-là, tous ces gens beaucoup plus discrets que les combattants qui vont aider autrement, qui vont aider en abritant des soldats alliés infiltrés, en donnant des petits renseignements, en cachant évidemment donc d'autres résistants, en cachant des juifs, c'est ce qu'on appelle les justes. En France, il y a un peu plus de 2000 personnes qui ont été reconnues justes par l'État d'Israël parce qu'ils ont contribué à sauver un et souvent plusieurs juifs, en prenant évidemment des grands risques personnels puisqu'ils savent très bien qu'ils risquent la déportation dans ces cas-là. C'est des gens qui agissent par principe, hein, c'est pas tous des modèles, hein. Il y en a certains qui se comporteront pas forcément toujours très bien pendant l'épuration et encore plus pendant, parfois même, on aura quelques résistants qui se retrouvent finalement dans la guerre d'Algérie du côté des bourreaux. Il n'empêche qu'il fallait effectivement donc un courage assez conséquent pour arriver à ces résultats-là. Ils en sont donc effectivement, on peut dire que c'est ces hommes, ces femmes, puisque bon, faut insister, il y a beaucoup de femmes effectivement donc qui combattent dans les rangs de la résistance, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle, Lucie Aubrac, et aussi donc ces gens-là qui ont eu les honneurs de se retrouver au Panthéon. Donc pour marquer leur combat, je vous fais écouter donc l'hymne, donc pardon, le discours qu'André Malraux avait fait pour l'entrée au Panthéon de Jean Moulin, donc déclaré héros de la nation par donc le général de Gaulle. Salle de bain, il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé.
avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris, je disais, écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans, puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les Misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Porté par 4 soldats, le cercueil est placé maintenant dans le temple, dédié par la Révolution au culte des grands hommes. Donc vous avez pu entendre la voix d'André Malraux, le fameux « Entre ici, toi et ton terrible cortège », donc avec la voix inimitable d'André Malraux, qui montre effectivement la dette que la France finalement a envers la résistance. Elle a aussi une autre dette, c'est le programme de ce qu'on appelle le CNR. Le CNR, c'est le Conseil national de la résistance, qui se réunit donc justement l'organisation finalement conçue par Jean Moulin, qui avait donc publié un programme qui non seulement donc prévoyait donc la suite des opérations, mais aussi prévoyait la France d'après. Et dans la France d'après la guerre, l'idée était de prendre le contre-pied exact de Vichy en insistant sur les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité, le retour des grandes valeurs françaises, et d'avoir une politique justement qui permette de les respecter davantage. Cette république justement qui devait être fondée après la guerre et qui sera fondée après la guerre justement par les compagnons de la libération et par le général de Gaulle, ça va être une France qui va justement favoriser les retraites, la naissance de la sécurité sociale et le droit de vote des femmes. Ça aussi, quelque part, on le doit à la résistance. Donc effectivement, la France de la Seconde Guerre mondiale, c'est une France traumatisée par la défaite de 1940. Ça aura des conséquences très tard, même encore aujourd'hui, ça reste une blessure à jamais refermer, et aussi traumatisée par cette séparation, puisque la France, comme beaucoup de pays, ils sont de plus que d'autres pays, a connu effectivement les plus grands actes héroïques et aussi les plus grands actes abjects. Donc effectivement, la France fait partie des nations directement touchées par la guerre. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève le Grand 3. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir. Donc, et pour certains, bonnes vacances et joyeuses fêtes.